Dans le monde d'après de cette semaine, nous rencontrons Christelle Fretter. Après une première carrière d'ingénieure, cette Chaumontoise a lancé la start-up Coach Ingenious durant le confinement. Elle propose du coaching et du team building en entreprise sous la forme d'un jeu vidéo. Bonjour Christelle. Bonjour François. Alors, merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. On va essayer de mieux vous connaître. Vous avez lancé la start-up Coach Ingenious durant le confinement. On va en parler, mais on va d'abord évoquer un petit peu votre parcours personnel avant d'en arriver là, parce que vous avez eu une autre carrière avant. Oui, tout à fait, oui. Qui consistait en quoi ? Donc j'ai travaillé pendant 10 ans comme ingénieur dans différentes entreprises et industries. J'ai travaillé d'abord pendant 2 ans et demi chez IBA, qui est une entreprise à Louvain-la-Neuve qui fait des accélérateurs de particules pour la détection et le traitement des cancers, également pour des applications de type industriel. Et puis j'ai voyagé pendant 1 an à travers le monde avec mon compagnon. Voilà, un rêve d'enfance devenu réalité. On a pris notre sac à dos et on est parti en Asie et en Afrique, c'était très chouette. Et puis quand on est revenu, j'ai trouvé un boulot chez Tractebel. Donc là, je suis passée de la médecine nucléaire à l'énergie nucléaire. Ouais. Et j'ai travaillé du coup pendant presque 7 ans. Ça aurait fait 7 ans ici en février. Ce que j'ai trouvé très symbolique dans mon parcours, c'est que mon premier job, je l'ai eu le 1er octobre 2010 et j'ai terminé en tant qu'employé le 31 septembre ou 30 septembre, je ne sais jamais combien il y a de jours en septembre 2020. Avant donc vraiment ça, 10 ans jour pour jour quel après. Parcours universitaire? Alors moi j'étais à l'ECAM, donc une école d'ingénieur industriel à Bruxelles, et j'avais pris la spécialité électromécanique. C'est à quel moment que vous vous êtes décidé de changer complètement de direction, de ne plus être employé, mais de voler de vos propres ailes? C'est venu progressivement. Dès mon premier boulot, je me sentais un peu emprisonnée dans une vie rythmée où il y avait des horaires à respecter, un nombre de jours à prendre. Chez IBA, ça s'encodait par journée ou demi-journée. Chez Tractebel, c'était même limite par heure. Et ça m'a toujours dérangé ce côté je dois le faire parce que c'est dans le règlement comme ça. Voilà, et si aujourd'hui je ne suis pas bien, je devrais ne pas pouvoir travailler. Si demain j'ai envie de travailler plus. Bon. Après, mes employeurs étaient assez flexibles, mais néanmoins, moi-même, je me sentais toujours obligée. Comme ça, voilà, je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui faisait que je me sentais toujours pas libre dans ce que je faisais et dans la vie que je voulais mener. Et j'imagine que votre tour du monde, justement, ça a été un petit peu un élément déclencheur, accélérateur de ce besoin de liberté, d'être indépendante. Je ne sais pas si ça a tellement joué, mais c'est sûr que ça m'avait fait un bien fou. C'était ça que je voulais, mener une vie où je vivais un peu au jour le jour et que j'allais là où mon intuition me disait d'aller, en fait. Ça, oui. Alors, vous avez commencé à développer votre projet de start-up. Tout d'abord, est-ce que c'était sur le côté en continuant à travailler ou bien il y a vraiment eu une scission claire, un avant-après, je dirais? Par rapport à la start-up, il y a vraiment une scission claire, un avant-après. Maintenant, du coaching, j'en fais depuis 2017. Donc, je travaille en 4/5e et je profitais de mon temps libre pour faire du coaching dans une ASBL ici à Louvain-la-Neuve et avec des particuliers qui venaient chez moi. Vous avez suivi une formation en coaching? Oui, tout à fait, chez Novaterra à Bruxelles. Je leur mets mon bonjour. Ça consiste en quoi justement ce genre de formation? Alors, ça consiste en quoi? Alors, en coaching, il y a un peu de tout. Mais il faut savoir qu'il y a comme ce n'est pas un métier protégé, il y a des associations qui se sont créées pour garantir une certaine compétence des coachs avec différents niveaux de coaching. Et donc pour ça, les coachs doivent avoir suivi un certain nombre de formations, d'avoir pratiqué un certain nombre d'heures, suivant une déontologie qui est clairement définie, et doivent avoir été suffisamment supervisés, c'est-à-dire accompagnés par des coachs très expérimentés qui vont leur permettre d'évoluer dans leurs séances de coaching. Et donc, du coup, moi, j'ai suivi une formation certifiante à la Fédération internationale de coaching. Et puis, en visitant les écoles qui proposaient ce programme-là, eh bien, mon cœur s'est dirigé naturellement vers cette école-là à Uccle. Il n'y a pas de cursus universitaire ou en hautes écoles de ce type-là? J'ai appris qu'il y avait aussi, je pense à l'UCL, ils ont un programme coaching, mais qui est plus théorique, alors que dans des écoles privées, c'est beaucoup plus pratique. Et je pense aussi qu'à l'université, ce n'est pas certifiant ICF. Alors vous aviez donc cette idée de créer la start-up, et puis il y a eu le confinement qui est arrivé, et là vous avez réfléchi un petit peu à votre projet, il y a une idée qui a germé.
Oui, tout à fait. Donc, mon idée de départ, en fait, j'avais pu observer pendant ma carrière d'ingénieur que quand on faisait des formations, c'était souvent, vous savez, un PowerPoint, c'était pas forcément très ludique, on s'en rappelait pas forcément du coup. Et que les quelques formations où il y avait eu ce côté un peu plus fun, je m'en étais beaucoup plus rappelée et j'avais beaucoup plus, enfin, je pouvais plus facilement le mettre en pratique, plus rapidement aussi. Et à côté de ça, quand on faisait des team building, purement team building, on allait au bowling, au karting ou quoi, c'était très chouette, on rigolait bien. Et en même temps, je trouvais qu'on aurait pu dégager de ça quelque chose d'un peu plus peut-être formatif ou montrer finalement, ben tiens, enfin, ok, on passe un moment informel ensemble, donc ça crée l'équipe, hein, le building de l'équipe, mais néanmoins j'avais l'impression qu'on pouvait aller plus loin. D'où m'est venue l'idée d'utiliser des jeux en formation ou en coaching en tout cas. On va parler du jeu que vous avez développé plus en détail, mais vous avez décidé donc pour faire mûrir votre projet de passer par un incubateur d'entreprise. C'est là qu'on se trouve aujourd'hui. Tout à fait, oui. On est où exactement? Alors on est au CEI à Louvain-la-Neuve, juste en face de chez IBM, mon premier employeur, voilà, que je n'oublierai jamais non plus. Et donc le CEI accompagne les entrepreneurs, les startups à démarrer dans leurs projets professionnels. Expliquez-nous un petit peu quelles sont les différentes étapes que vous avez dû passer, parce que ça prend un certain temps, évidemment, il y a tout un cheminement. Ça a commencé simplement par une première rencontre avec Frédéric qui travaille ici. Le 1er octobre, premier jour comme indépendante, je l'ai rencontré et je lui ai expliqué les projets que j'avais à ce moment-là, qui ont mûri depuis, qui n'étaient pas du tout ceux auxquels on a abouti. Et il m'a dit, écoute Christelle, la semaine prochaine, on commence une formation de 10 semaines. Mais je pense que c'est plein, je vais regarder. Et il regarde dans son adresse email et il se rend compte qu'une des personnes vient d'annuler. J'ai dit, ça c'est un signe, je prends sa place et je vais assister à la formation. Et donc pendant 10 semaines, tous les jeudis soirs, on avait une formation de 4 heures avec des personnes externes qui accompagnent des entrepreneurs à démarrer et qui venaient à chaque fois avec un côté formatif et coaching à la fois pour faire émerger nos idées et en même temps développer nos compétences d'entrepreneuriat. C'est une période de grand questionnement, on remet tout en question. Vous me l'avez dit, l'idée de départ, finalement, a complètement changé au final. Oui, j'étais venue avec des idées on aboutira probablement, mais qui ne convenaient pas tout à fait à la situation Covid en fait. Oui. Et qui a fait que l'idée, voilà, en faisant discuter, de faire l'étude de marché, de se rendre compte finalement qu'il y a vraiment un besoin de team building en ligne, même juste de team building et pas forcément de formation. Les gens ont besoin de se retrouver et de rigoler en fait. C'était indispensable pour vous de passer par un incubateur comme le CEI ici pour minimiser les risques? Honnêtement, je le conseillerais à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je l'ai déjà fait plusieurs fois depuis. On sait justement qu'il y a pas mal d'écueils au niveau de l'entrepreneuriat. C'est pas simple, d'autant moins quand on est une femme, parce que même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour encourager l'entrepreneuriat féminin, il y a des plans qui sont mis en place. Les chiffres montrent que c'est en expansion, mais qu'il y a encore beaucoup de retard. Vous avez senti des freins qu'un homme n'aurait peut-être pas rencontrés dans la même démarche? Non, je n'ai pas senti de frein par rapport à ça. Et même dans ma carrière d'ingénieur, je sentais que parfois le fait d'être une femme pouvait être défavorable et à d'autres moments plutôt favorable aussi. Donc je pense qu'il faut juste savoir tirer parti de ce qu'on a et d'avancer avec, tout simplement. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées depuis le lancement, en tout cas le moment où l'idée a germé, je dirais? Le petit diable qui est toujours là sur votre épaule et qui vous dit tu ne le fais pas assez bien, les autres le feront mieux que toi, regarde, tu as vu lui son profil, il a bien plus d'expérience que toi. Donc voilà, juste tous les jours le kicker et lui dire non, je m'en fous, je continue. Je pense que ça, c'était la plus grande difficulté que j'ai pu avoir. Il n'est plus là, ce petit diable? Il est toujours un petit peu là, c'est juste que maintenant je lui dis simplement je m'en fous, c'est là que je veux aller, alors j'y vais et puis c'est tout. Mais voilà, mais il est quand même toujours un petit peu là, oui. Le moment le plus critique, c'est quand on quitte l'incubateur et qu'on commence un petit peu à voler de ses propres ailes, finalement. J'avoue que j'ai eu un peu peur à la fin, quand je me disais il reste plus que 2 semaines, qu'est-ce que je vais faire après Et en fait, voilà, après la formation, malgré tout, ils sont quand même toujours là pour nous accompagner. Et puis, en fait, le package qu'ils m'avaient donné m'avait permis de déjà pouvoir bien avancer par moi-même, plus les coachings, 1 fois par mois, 2 fois par mois, ça dépendait du besoin, m'ont permis de pouvoir quand même continuer.
et ils sont toujours là en fait. Oui, l'accompagnement continue, mais vous ne vous êtes pas dit à un moment, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je lance un tel projet en pleine crise? Ça non, parce que je savais pourquoi je le lançais. Ouais. Je voulais créer mon propre métier, faire moi-même le métier que je voulais faire et plus faire quelque chose, m'imposer à moi quelque chose qui ne me convenait pas en fait. Et donc ce que vous avez mis en place, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais on va rentrer là-dedans en détail, c'est un jeu en ligne en fait qui permet de travailler le team building. Vous plongez en fait les joueurs, les participants dans un univers qui est inspiré d'un célèbre jeu. Tout à fait, oui. Donc le jeu est inspiré, notre jeu en ligne est inspiré du jeu Loup-garou. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste en quoi? Donc c'est un jeu, quand on joue en présentiel, c'est un jeu de cartes où les participants reçoivent des rôles. Les rôles principaux sont les rôles de villageois et de loup-garou. L'idée, c'est que tout le monde se trouve dans un village et la nuit, les loups-garous se réveillent et viennent dévorer des villageois. Et le but, c'est que soit tous les loups-garous gagnent ou que tous les villageois gagnent. Et il y a certains villageois qui ont des pouvoirs spéciaux pour avoir des indices et pimenter un peu la partie. Alors vous avez repris ce principe-là pour l'appliquer à votre jeu en ligne. Oui, tout à fait. C'était un jeu auquel on jouait quand on était étudiant. C'est un jeu qui demande un minimum de participants, de 7 ou 8. Donc ce qui permet de rassembler assez bien les équipes. Et en plus, c'est un jeu où les gens n'ont pas souvent l'occasion de jouer, surtout en période de Covid, vu qu'il faut être déjà un certain nombre. Et en plus, il est super drôle, quoi. Enfin, à chaque fois qu'on jouait, nous, on se marrait. Et je constate que c'est toujours le cas quand les gens y jouent, ils se marrent. Il n'y avait pas de problématique de licence pour transposer ce jeu en ligne, finalement? Non, en soi, non. Et puis, on ne l'a pas appelé Loup-garou, on l'a appelé Lycan. Et il est un petit peu adapté, malgré tout, puisqu'il y a ce côté virtuel... Voilà, qui fait qu'on adapte, qu'on invente des rôles. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Les personnes qui sont mortes et qui deviennent des fantômes, qu'est-ce qu'elles peuvent maintenant faire? Et alors on invente des nouveaux rôles aussi. Donc voilà, c'est basé sur ce jeu, mais néanmoins ce n'est pas tout à fait le même jeu. Donc le but c'est pour les villageois de démasquer parmi eux qui est le ou qui sont les loups-garous. Tout à fait, oui. Et donc ça se passe comment? Expliquez-nous un petit peu une partie type, je dirais, même si je suppose qu'elle diffère de l'une à l'autre. Alors, les participants se connectent sur Teams ou sur Zoom, selon les souhaits de l'entreprise. Et donc là, ils échangent, ils discutent avec leur micro, ils peuvent se voir avec leur caméra. Je leur explique les règles du jeu. Et ensuite, ils se connectent à la plateforme de jeu qui est en ligne, www.onjoueavecchristel.com. Enfin, vous pouvez le taper, ça ne fonctionnera pas, mais l'idée est là derrière. Ils n'ont rien à installer en fait sur leur ordinateur. Là, ils se connectent en entrant leur nom, ils peuvent choisir leur langue, puisque c'est en trilingue, et puis ils se connectent dans la plateforme de jeu, et là, ils reçoivent un avatar, donc un personnage en 3D, et ils entrent dans un univers, donc dans ce village au milieu de la forêt, entouré de montagnes, il y a une cascade, il y a un petit ruisseau, et ils peuvent se balader dans cet univers en 3D. On est un peu dans le même genre de jeu aussi, mais univers complètement différent, qu'un jeu qui marche très bien pour l'instant, c'est Among Us, évidemment. C'est un peu le même principe que Among Us. Oui. Par contre, je pense qu'Among Us en ligne, il n'y a pas ce côté 3D. Donc moi, je pensais plutôt à Valheim, qui est un jeu qui fonctionne pas mal pour l'instant, auquel nous jouons aussi d'ailleurs le soir entre nous, où on est aussi effectivement en 3D à se balader dans l'univers. Alors le loup-garou, lui, il doit évidemment passer inaperçu, passer sous le radar. Tout à fait, oui, c'est son but. Oui, et quelles sont ses armes, je dirais, pour y arriver? C'est là qu'on voit les compétences des gens et leur manière dont ils vont se comporter, se mettre en valeur. Donc en fonction de l'équipe et des personnalités qu'on y retrouve, ils vont le faire d'une manière ou d'une autre. C'est toujours intéressant de voir les différentes possibilités qu'ils ont. Ça s'adresse à quel type de public? Pas qu'aux entreprises? Pas qu'aux entreprises, donc il y a évidemment les entreprises. On a été contacté par une école, des familles aussi nous ont demandé. Voilà, moi je pense que la prochaine fois qu'on teste un jeu proposé à toute ma famille, vu que j'ai une grande famille, pourquoi pas de jouer tous ensemble pour se retrouver. Voilà, chaque équipe en fait, mais la définition d'équipe peut être très large. Donc, de quelle façon est-ce que ce jeu crée du lien et de la cohésion d'équipe finalement? En fait, avec le confinement, les gens ne se retrouvent plus. Ouais.
Et en particulier, si on regarde le monde de l'entreprise, quand ils se retrouvent, c'est principalement pour des réunions en ligne, éventuellement des coffee corners où ils se retrouvent sur Teams, sur Zoom, ils créent une réunion sur laquelle ils se rejoignent. Mais néanmoins, il y a beaucoup de ces moments informels qui ont disparu. La pause clope, la pause café, on va manger un bout à midi, on va prendre le train ensemble, on fait le trajet jusqu'au parking du bâtiment. Et donc l'idée est de recréer des moments comme ça des moments informels pour les équipiers et créer ce côté, on va rigoler, on va bien s'amuser, ça va nous faire du bien. Oui, par rapport à la situation que vous décrivez, parfois même dans certaines entreprises, quand des nouveaux collaborateurs sont arrivés, on ne les connaît même plus. Finalement, on ne les a même jamais rencontrés. Tout à fait. Ce qui fait qu'on a pas mal de demandes aussi en fait, de personnes qui nous expliquent ça. Voilà, on a une nouvelle équipe et on aimerait bien organiser quelque chose pour cette nouvelle équipe où les gens ne se connaissent pas. Ça permet donc de mieux se connaître, de créer des liens et puis ça dévoile aussi la personnalité de chacun. Alors évidemment, les gens ne se rendent pas compte directement, mais c'est évident que la manière dont ils vont jouer au jeu va révéler des aspects de leur comportement, de leur personnalité effectivement, qui peuvent être transposés dans leur vie de tous les jours et donc aussi au travail. On est parfois étonné du comportement de certains membres de son équipe de travail. Je ne sais pas si les gens sont forcément étonnés, mais c'est juste le fait de mettre en lumière ces comportements qui permet de dire ah oui effectivement, peut-être que je l'avais observé mais je n'avais jamais pu mettre le mot dessus ou me rendre compte à quel point ça c'était un comportement qui était présent chez cette personne-là. Et donc ça marche en positif mais ça marche aussi en négatif forcément. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour où les gens disaient « tiens, ça c'est dommage ». Le but n'est pas forcément de mettre des éléments qui seraient négatifs, mais plutôt de mettre en lumière « tiens, voilà, dans votre équipe, est-ce que c'est souvent la même personne qui va prendre le lead et dire « tiens les gars, allez, rassemblons-nous, vous croyez que c'est qui le loup-garou ?» Ou bien est-ce que ce leadership va tourner au sein de l'équipe? Est-ce qu'il y en a qui vont être plus discrets à certaines parties, plus visibles à d'autres? Comment est-ce qu'ils peuvent essayer de tirer parti de la partie? Comment est-ce qu'ils vont négocier? Comment est-ce qu'ils vont trouver des compromis? C'est plutôt ces éléments-là qui sont mis en valeur et pas forcément quelque chose de positif ou de négatif. Ce qui est très important aussi, au-delà de la session de jeu, c'est l'accompagnement et le débriefing que vous produisez, que vous proposez. Oui, donc les participants peuvent prendre plusieurs formules. Soit ils viennent, ils décident de jouer. Ils peuvent aussi prendre un verre. J'ai un partenariat avec une entreprise belge qui livre à domicile des apéros 100% made in Belgium. Ou bien ils prennent la formule coaching, où l'idée c'est, après leur partie de jeu, je leur pose une série de questions pour mettre en lumière finalement le comportement de chacun dans l'équipe et la dynamique globale de l'équipe. Et vous mettez ça en parallèle, vous traduisez ça, je dirais, d'une certaine manière avec leur environnement professionnel, ou c'est eux finalement qui naturellement le transposent? Je leur pose la question pour qu'ils le transposent eux-mêmes, mais ce n'est pas à moi à leur dire comment est leur environnement de travail, eux le savent mieux que moi. Alors si vous avez lancé ce jeu, vous l'avez dit, c'est parce que la crise est arrivée, parce que le télétravail s'est complètement répandu. Vous êtes au contact de toutes ces personnes qui sont beaucoup en télétravail. Vous sentez vraiment un ras-le-bol global par rapport à cette situation? Alors, les personnes qui viennent me voir ont ce ras-le-bol global, ça c'est sûr, oui. Et souvent les feedbacks que nous recevons du jeu, c'est même simplement ça fait du bien de s'être retrouvés. En fait, même juste ça, les gens sont heureux et c'est le principal. Alors pour créer ce jeu, vous êtes entouré de 3 développeurs, dont votre mari, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Développer un jeu vidéo comme ça, ça prend combien de temps? Alors, le nombre d'heures, je n'ai pas encore comptabilisé. À chaque fois qu'il programme, il se connecte sur une plateforme qui enregistre automatiquement pour qu'on ait une idée du coût final. Maintenant, le loup-garou, ils ont commencé à le développer mi-novembre. Ils programment un peu tous les jours. Le soir, ils ont leur boulot en fait de leur vie de tous les jours. Mais néanmoins, ils ont cette envie de pouvoir un jour faire des jeux vidéo leur métier. Donc, ils s'investissent dans l'entreprise pour cette raison-là aussi. Et donc, ils programment tous les jours 2-3 heures. Ça dépend de leur disponibilité. Mon mari, s'il peut une fois prendre une journée de congé pour programmer, il le fait vu que c'est sa passion. Je le connais depuis qu'on est ado et il a toujours développé des jeux. Donc voilà, depuis novembre, je dirais tous les jours 2-3 heures, 3 personnes, faites le compte et vous y êtes. On a toujours du mal à imaginer le temps que ça peut prendre pour développer un jeu, évidemment, mais il y a de plus en plus d'outils qui sont possibles, qui sont mis à disposition justement pour que ce soit
plus simple. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut acheter des packs pour permettre de faire un décor plus harmonieux, acheter des personnages. Voilà. Soit on demande à un designer 3D de nous faire un personnage, ce qui avait été le cas pour notre tout premier loup-garou qu'on avait fait. On avait demandé à quelqu'un de nous le faire. Et puis finalement, on a acheté un pack où on avait vraiment un beau loup-garou bien fini. Ce qui coûte moins cher et va beaucoup plus vite que si on doit le faire soi-même. Donc pour l'instant, on essaie d'acheter un maximum de packs pour nous aider à construire le jeu plus rapidement. Oui, et l'aspect visuel était important pour vous. Vous vouliez un monde agréable. Oui, on voulait quelque chose dans la nature pour que les gens se déconnectent vraiment de chez eux et soient dans cet environnement apaisant, entouré d'arbres. Plus le côté aussi immersif, l'idée est vraiment d'immerger les gens dans le jeu pour qu'ils soient vraiment, vous savez, impliqués dedans et donc qu'ils ressentent vraiment des émotions, qu'ils soient à fond dedans et donc qu'ils se rappellent qu'ils se rappellent mieux après ce qu'ils ont pu vivre lors de cette expérience. Quand on propose un produit comme celui-là, la simplicité d'accès, c'est évidemment une donnée primordiale, j'imagine aussi. La simplicité d'accès, la simplicité du jeu, c'est un des points sur lesquels on travaille le plus. Tout le monde n'est pas habitué à jouer à des jeux en 3D. Ceux qui ont l'habitude, pour eux c'est très très simple. Ceux qui ont moins l'habitude, à chaque fois que des clients y jouent, on reçoit des feedbacks, on leur demande un feedback et on améliore à chaque fois le jeu pour qu'il soit le plus accessible possible à tout public. Justement, les retours que vous avez eus pour l'instant, ils sont positifs. Qu'est-ce que les gens y trouvent dans les quelques retours d'expérience que vous avez eus? Le point numéro 1, je dirais, c'est vraiment l'amusement et le plaisir. Ouais. Vraiment, les gens nous disent c'était génial, on s'est bien marré, merci, c'était super chouette. C'est vraiment ça qui en ressort le plus. Vous avez déjà convaincu depuis le lancement plusieurs entreprises, ça fonctionne assez bien, vous avez des contrats qui tombent? Ah oui, là, pour l'instant, ça n'arrête pas. Mon agenda est assez bien rempli jusqu'à fin avril. Au départ, on avait aussi des petites équipes où on avait besoin de libérer qu'un seul serveur. La semaine passée, on en avait 3. Pour avril, on en a 5. Et on commence à faire le tour du monde aussi, du coup. Donc on a la Belgique, la France, l'Allemagne, la République tchèque, la Chine, l'Inde, Singapour. J'ai encore un ou deux en tête, mais je ne me souviens plus comme ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas encore d'autres jeux du même type qui existaient en matière de team building de par le monde? Vous voulez dire d'autres jeux que le nôtre? Oui. Il y en a, vous parliez de Mangos, donc il y en a. Par contre, mais spécifiquement axé sur le team building, je veux dire. Il y a des entreprises qui proposent des activités de team building en ligne, mais je n'ai jamais vu de jeu 3D en ligne, ou je n'ai peut-être pas suffisamment cherché, mais il y a beaucoup d'activités qui se font en ligne, des activités cuisine, j'ai vu du yoga en ligne, j'ai jamais essayé, mais les gens m'en ont parlé. Donc il y a des activités, mais effectivement le côté jeu 3D, il n'y en a pas beaucoup. Alors si ça fonctionne bien pour l'instant, que les entreprises se tournent vers vous, c'est aussi parce que d'une certaine manière, elles sentent ce ras-le-bol chez leurs travailleurs et qu'elles se sentent peut-être un petit peu démunies face à la situation aussi. Oui, et ils aimeraient bien trouver des solutions nouvelles pour remotiver les gens et rassembler les troupes. Et ils n'ont pas toujours les idées, ou ils font toujours la même chose. Parce que motivation, perte de motivation, ça veut dire aussi perte de productivité. Tout à fait, manière. tout à fait. Est-ce qu'on peut déjà voir les effets positifs au bout d'une partie ou est-ce que votre travail il se fait plutôt à long terme, je dirais? Alors c'est sûr que ce n'est pas une fois qui changera toute la dynamique d'une entreprise, toute la dynamique d'une équipe, ça c'est évident, il vaut mieux faire des activités de manière récurrente. Je pense que là où il y a une différence, c'est dans les entreprises où régulièrement ils organisent des activités et que la nôtre fait partie des leurs et que là il y a effectivement une dynamique qui s'installe. Voilà, un vendredi par mois, on passe vraiment un bon moment ensemble, on va jouer à un jeu, on va faire un yoga, on va faire un apéro en ligne. Pour moi, là, il y a vraiment une différence qui se fait, oui. Ce jeu, vous l'avez dit, vous l'avez lancé, l'idée a germé pendant le confinement, d'où le jeu en ligne. Mais en fait, au départ, vous vouliez lancer de la réalité virtuelle. Tout à fait, oui. Ça, c'est une idée que vous n'abandonnez pas pour la suite? Tout à fait, c'est là qu'on voulait aller et c'est vers là qu'on va. Donc, l'idée de base était de faire des formations à travers des jeux de réalité virtuelle, donc où les participants ont leur casque en 3D. Pourquoi? De nouveau pour jouer dans ce côté immersif, donc où les gens vont ressentir des émotions, vont ressentir un effet physique dans leur corps et donc vont actionner la mémoire qui va leur permettre de se rappeler beaucoup plus facilement ce qu'ils auront appris. Et l'idée était d'utiliser, enfin il est toujours, d'utiliser ces jeux de réalité virtuelle
visuels pour mettre les personnes dans des situations où on peut mettre en avant leur comportement, par exemple en utilisant l'outil Insight Discovery, qui va mettre en avant si ce sont des comportements plutôt extravertis, introvertis, orientés pensée, sentiments, et donc quels sont les comportements qui sont associés à ces différents profils. Et donc vous avez plusieurs idées, hein, un escape game, un jeu de construction de ville, j'ai vu. Oui. Chaque idée et chaque type de jeu a des avantages différents. Alors, ce qu'on voudrait faire surtout, c'est créer une palette de jeux différents pour mettre effectivement des compétences différentes en avant ou pour attirer des personnes qui aiment des jeux différents. Maintenant, c'est vrai que par l'escape game, on imagine ce côté, ok, on est ensemble à résoudre des énigmes. Oui. Dans la construction de la ville, l'idée est plutôt de dire, voilà, il y a différents rôles qui sont là dans une ville. Il y a un bourgmestre, il y a un médecin généraliste, il y a une directrice d'école, il y a, enfin voilà, tous les rôles, différents rôles qui sont proposés. Et ensemble, vous devez construire une ville. Et cette ville doit être harmonieuse. Choisissez le rôle que vous voulez prendre et construisez cette ville. Et l'idée est de dire, on laisse l'équipe elle-même choisir finalement quel est le travail qu'il voudrait faire plutôt que de lui imposer, et d'écouter finalement les besoins des autres, d'exprimer aussi ses propres besoins et d'ensemble créer et aller vers cet objectif commun. Vous apportez donc de nouvelles idées, de nouvelles réponses, de nouvelles clés pour le team building, pour la cohésion d'équipe. Il n'y avait pas encore assez qui était fait dans les entreprises, au-delà de la crise sanitaire, en temps normal, dans ces thématiques-là? Là, je ne peux parler que par mon expérience à moi. Ouais. Nous, on faisait une activité par an, c'était déjà très chouette, jamais suffisamment à mon goût. Mais néanmoins, les entreprises en général font quand même pas mal d'activités de team building, certaines plus que d'autres, en particulier les boîtes de consultance. Mais néanmoins, en général, les entreprises organisent des activités. Eh bien voilà, merci beaucoup Christelle de nous avoir éclairé sur le building et puis les nouveautés que vous présentez. Merci beaucoup d'avoir répondu aussi à notre invitation. Merci à vous.